Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur France 3 Limousin. Voici les titres de ce 12-13. Après 10 ans de procédure et 13 jours d'audience, le procès du groupe de Tarnac s'est achevé hier au tribunal correctionnel de Paris. Un procès qui aura permis aux prévenus qui le souhaitaient de largement s'exprimer, ce qu'ils n'ont pas manqué de faire jusqu'au dernier jour. Reportage dans ce journal. Les Falcons de Newcastle étaient trop forts hier soir. Le CAB s'est incliné 25-10 sur la pelouse anglaise en quart de finale du Challenge européen. L'objectif sera donc désormais le maintien en top 14. Enfin, une centaine de tableaux, sculptures, photos et mots de tous styles et de toutes époques à découvrir à la Galerie des Hospices à Limoges. Issue pour la plupart de collections privées, elle constitue l'expo pêle-mêle consacrée aux 10 ans des ardents éditeurs, découverte à la fin de ce journal. Mais d'abord, dans l'actualité de ce samedi, grosse perturbation sur les rails. La circulation des trains est complètement interrompue depuis ce matin 10h30 jusqu'à lundi 16h30 sur la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse en raison de travaux de modernisation. Et puis la grève perlée à la SNCF débutera lundi soir à 19h pour 48 heures. Soyez prévoyants. L'usine Steva à Bessines-sur-Gartempe, maintenant en Haute-Vienne, devrait donc être placée en redressement judiciaire. L'annonce a été faite hier lors d'un comité d'entreprise extraordinaire. La société qui emploie 115 salariés rencontre des problèmes pour remplir son carnet de commandes. Reportage Martial Codéboisse et Mathieu Desgremont. Échange animé après près de 2 heures de négociations avec la direction de Bessines. Le redressement judiciaire est confirmé pour Steva. De plus, les salariés n'ont reçu pour l'instant que la moitié de leur salaire du mois de mars. C'est vraiment très difficile à vivre pour les gens. Et à la suite de cette réunion, donc bien sûr aussi, on vient d'apprendre qu'il va falloir qu'on se vive ce mois-ci avec la moitié d'un salaire. Et je peux vous dire que ça, c'est très compliqué de le remonter à la maison et dire aux enfants qu'il va falloir qu'ils évitent d'aller dans le frigo ce mois-ci parce qu'on n'a que la moitié d'un salaire, quoi. Un carnet de commandes pas assez rempli, la nécessité pour l'entreprise de payer 250 000 € de loyer chaque année aux anciens propriétaires. Au final, une trésorerie dans le rouge. On est dépité. Nous, tout le monde connaît notre histoire où on a tous les 3-4 ans des problèmes comme ça, alors que ce coup-là, on avait une direction qui mettait du travail. S'il n'y a pas de dialogue, si ça avance pas avec qui que ce soit, moi, je ferai tout pour sauver l'entreprise. Tout le monde sait le cœur que je mets à la sauver. Et j'espère qu'on finira pas comme une lutte comme à la GMS, parce que nous, on est prêt à faire une lutte aussi forte que celle de GMS pour sauver les emplois. Pour l'instant, pas question de blocage. Après plusieurs redressements judiciaires par le passé, les salariés de Steva tiennent à leur outil de travail. De nombreux investissements ont été faits dans cette entreprise, dont en novembre dernier, 900 000 € injectés par la région, qui aujourd'hui demande des comptes. À quoi a servi cet argent? Steva Limousin fait partie d'une holding qui est localisée en Grande-Bretagne. Elle possède une vingtaine d'usines en Europe et cette holding est rentable et a les moyens de soutenir l'usine de Bessines, aujourd'hui en manque d'activité industrielle. Le redressement sera finalisé mardi au tribunal de Lyon. Les représentants syndicaux rencontreront élus locaux et députés vendredi afin de tenter de débloquer la situation. Et social toujours avec des perturbations dans les magasins Carrefour aujourd'hui. Les syndicats appellent à une grève générale la plus importante de leur histoire. Ils protestent contre la suppression annoncée de 2400 postes et la forte baisse des primes. À Guéret, vous le voyez, une quarantaine de salariés ont débrayé pendant 1 heure ce matin. À Carrefour-Boisseuil, près de Limoges, les grévistes ralentissent l'arrivée des clients, mais le magasin reste ouvert. On en reparle ce soir dans le journal de 19h. Je souhaite dédier ce procès à tous ceux qui se retrouvent face à la justice et qu'on n'écoute pas, qui sont condamnés au silence. Ultime déclaration hier de Julien Coupa pour le dernier jour du procès du groupe de Tarnac, qui clôt 10 ans de procédure et 13 jours d'audience à Paris. Le jugement sera rendu le 12 avril, compte rendu de notre équipe sur place. Isabelle Rio, Margot Blanc-L'Oeil. Les portes se sont refermées sur cette 14e chambre correctionnelle qui aura vu avec ce procès Tarnac des débats hors normes et ce jusqu'au dernier mot prononcé. Ce par Mathieu Burnel, Julien Coupa, Hildune Lévy, Benjamin Rozou, les seuls à avoir saisi une dernière fois l'occasion de s'exprimer lorsque la présidente, conformément à la loi, leur a donné la parole. Mathieu Burnel a souligné qu'ils avaient fait tous preuve d'un refus central et souverain de ne pas se laisser écraser. Pourtant, nos ennemis étaient nombreux, a-t-il dit. Julien Coupa s'est embarqué dans l'histoire de la justice avant de citer Michel Foucault. Se défendre, c'est refuser le jeu des institutions du pouvoir. Se refusant aux caméras, il laisse à leur avocat ces derniers mots. Je considère que le plus important dans cette affaire, ce n'est pas la vérité factuelle, mais le droit.
Donc à la justice de décider si elle valide les pratiques policières qui sont particulièrement scandaleuses et critiquables, ou alors elle les sanctionne. Pour rappeler à tous que nous sommes dans un état de droit et qu'il y a des règles de procédure et que ces règles sont faites pour nous protéger. Hildune Lévy, quant à elle, a terminé son propos en disant « Je crois en la nécessité de déconstruire les représentations et je continuerai à ouvrir des mondes tant que ce sera possible. » Le jugement est attendu le 12 avril prochain. En rugby, ils espéraient oublier leur déboire en top 14. C'est raté pour les Brivistes qui se sont inclinés hier soir à Newcastle en quart de finale du Challenge européen. Après une bonne première période, Brive a craqué à l'heure de jeu. Défaite 25-10. Compte rendu de nos envoyés spéciaux Pierre Gauthier et Laetitia Théodore. Comme souvent, ce sont les Anglais qui tirent les premiers. Le pilier Wilson aplati au pied des poteaux à la 18e. Puis 7 minutes plus tard, c'est Kiberidge qui conclut après un énorme rush de Burrows. Menés 12-3, les Brivistes vont alors se révolter grâce à un turnover et une fantastique course de Erjan sur 50 mètres. Bousculés dans leur nid, les Falcons doutent. On a fait tout, on a beaucoup joué, on a eu peut-être 3-4 chances, mais on a fait trop de turnover. D'autant que le CAB a les munitions pour passer devant, mais c'est raté pour Cazenave. 12-10 à la pause, on y croit. Au fur et à mesure du match, on a senti qu'il y avait vraiment de la place, qu'on pouvait vraiment faire quelque chose. Donc même si au début on y croyait, vraiment au retour de la première mi-temps, on était vraiment revenu avec des convictions importantes. Le score n'évolue pas pendant une demi-heure, jusqu'à cette funeste 59e minute où le génial Flood envoie son ailier Tate en terre promise. Reblotte 10 minutes plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Flood lance Tate pour le 4e essai anglais. Score final 25-10, dommage. C'est rageant parce que les joueurs ont mis beaucoup d'enthousiasme à ce qu'ils ont fait. Ils ont été solidaires, ils ont été généreux. Maintenant, pour gagner des matchs de ce niveau-là, il faut plus que ça. On n'a pas à rougir de notre prestation, on fait un bon match, on est resté dans les clous. Ouais, c'est vraiment dommage parce que c'était à notre portée. L'Europe, c'est donc terminé pour cette année, mais l'important c'est bien sûr le maintien en top 14. L'opération Survie redémarre dès samedi prochain à domicile face à Lyon. Et comme chaque samedi midi, nous partons sur les routes du Limousin à la découverte de nos villages et de leurs habitants. Aujourd'hui, itinéraire bis à Saint-Sulpice-les-Champs en compagnie de France Lemaire, Thomas Milon et Cédric Quériot. Nous roulons dans la Creuse, direction Saint-Sulpice-les-Champs. La commune compte 380 habitants. Elle se situe entre Ahun et Aubusson. Et je crois qu'elle nous réserve de belles surprises. Bonjour. C'est vous les cocus? ça se voit, ouais. Cocu depuis 20 ans. Voilà. Donc vous avez le t-shirt qui va bien avec, évidemment, voilà, jaune. On vous en a même emmené qu'on va vous donner. Ah, ça c'est gentil. On trouvera certainement des amis à qui les offrir. Les femmes de cocu peuvent pas venir? Non, c'est juste les hommes. Pour vous aider, elles sont les bienvenues, c'est ça? Oui. Non, on leur fait... Ouais. Elles sont contentes aussi. Le cocu est malin, quoi. Mais il faut. C'est plutôt une bonne ambiance, c'est des gens qui se bougent pour leur commune, voilà, c'est quand on passe 2-3 jours à tout décorer, une journée encore à tout enlever, enfin, comme il dit, des dons pour l'école, donc moi, bon, après c'est le nom qui veut, qu'on ait envie d'avoir qu'est-ce que les cocus peuvent bien faire, mais bon, il y a peut-être 2-3 choses qu'on dira pas, mais... Oui, mais je sais pas. Ouais, mais c'est celle-là qu'on veut savoir. C'est ça que vous vouliez savoir, rien, on le dira pas. Moi, je peux prendre une photo avec vous? Vous faites un sourire? Docteur Jameau, médecin-colonel, eh ben on va en savoir un petit peu plus. Bonjour, vous êtes Georgette? Bonjour madame. Nous sommes là en 1931, c'est l'exposition coloniale de Paris. Et Jameau est là, déclaré vainqueur de la maladie du sommeil, bienfaiteur de l'humanité. On vous sent vraiment passionné, hein? Je me bats précisément pour qu'on n'oublie pas Jameau. Lorsque nous l'avons créé, ce musée, il a fallu mettre à profit ce que nous avions fait là pour faire que les gens se réapproprient cette vie Jameau, la vie de l'un des leurs.
Nous avons aussi un film qui a été tourné où on voit Jameau opérant au Cameroun. C'est un peu notre trésor de guerre. Voilà le portrait du docteur Jameau. Ce Creusois avec ce visage rayonnant et qui rayonne la bonté et la générosité d'ailleurs. Rillettes de poisson, quiche lorraine, curry de veau. Bon, allez, on y va. Alors, on vous connaît, vous? En fait, vous êtes là, partout où on boit un coup, vous êtes là, c'est ça? Non, non, à demeure. Ça, c'est le curry. Le curry de veau. Ça sent bon. Voilà. Donc, tout maison. Exactement. Ça vous y tenez? Ben, c'est mieux que les gens préfèrent, je pense, plutôt que de leur servir des plats tout faits ou surgelés ou en boîte. C'est quand même plus sympa de faire nous-mêmes, quoi. C'est vous qui le faites, non? C'est nous qui le faisons, Ah oui, vous faites ouais. tout au saucisson? Exactement. C'est notre premier essai et Ah oui. on en est content, ravis même. Ouais, il est vraiment très très bon. C'est chouette ça d'avoir gardé sa copine d'enfance. Oui, absolument. Oui, c'est vrai qu'on est vraiment amis et on aime se retrouver comme ça. Après, il faut que les maris s'entendent bien aussi. Ah oui, ils s'entendent super bien. Ouais. Sinon, ça ne fonctionne pas. Si, ça passe bien. Très bien. Bon, allez, on va vous laisser manger. Bon appétit. Hein. Merci beaucoup. Merci bien. Notre rubrique du samedi, Paroles d'anciens, nous emmène sur le plateau de Millevaches à Royères-de-Vassivière. Daniel Larfouillot a 88 ans. Il a passé toute sa vie d'éleveur près du lac de Vassivière où il a même assisté à sa construction. Franck Petit, Éric Boutin. Daniel Larfouillot s'est marié en 1961. Il a 88 ans. Il est né sur le plateau de Millevaches. Il a vécu une vie de labeur difficile dans ce territoire isolé de moyenne montagne. Ici, on était combien? 5-6 paysans. Maintenant, il n'y en a aucun. Avec ma femme, on travaillait. On avait environ 25 bêtes. Mais on travaillait dur. Hein. On faisait les veaux de lait ici. Maintenant, les jeunes ne veulent plus faire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on mange comme viande? C'est que de la saloperie. Est-ce que vous avez vu le temps changer, vous, depuis que vous êtes jeune? Je me rappelle que le jour, en 51, le jour du 1er janvier, j'avais mesuré 70 cm. Jamais j'en avais autant vu. Il ne passait pas de chasse-neige. Rien. Les gens ne se plaignaient pas. Les gens disaient rien. Maintenant, quand il y en a 5 cm, tout est perdu. Vous avez assisté à la construction du barrage de Vassivière. Expliquez-nous ça. Ah oui. Ils l'ont mis en eau en 49 pour Noël. Et il a été plein en 51 au mois de mars. Vous êtes allé vous baigner? Oh, je me baigne pas. Mais pourquoi faire pour me noyer? On m'a dit que vous parliez super bien patois. Oui. Chez nous, ici, on causait patois. Même avec ma femme, on parle que patois. Qu'est-ce que tu vas faire, une? Ça veut dire, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Ben, je vais interviewer Monsieur Larfouillot. Est-ce qu'on allait facilement à Limoges, dans la grande ville, à l'époque, quand vous étiez jeune? Oh, il fallait aller à Péra à pied. Hein. Il y a 10 kilomètres. Et le tramway partait à 5 heures, je crois. Il fallait partir d'ici à 3 heures. Pour arriver à Limoges, à quelle heure? Peut-être à 10 heures. Il n'y avait pas de voiture, hein. Des voitures automobiles. Vous êtes content d'être resté tout le temps ici? Quand j'étais jeune, j'aurais mieux fait de m'en aller. J'aurais moins travaillé. J'aurais eu des vacances. Tandis que des vacances, j'en ai jamais eu, moi. J'en ai jamais pris de vacances.
Et j'aurai plus de retraite que j'en ai. Allez, on referme ce journal avec une nouvelle exposition à la Galerie des Hospices de Limoges. Elle débute aujourd'hui. Son nom, Pêle-mêle. Elle fête les 10 ans des Ardents Éditeurs, une maison d'édition, mais aussi d'événements culturels. Pascal Coucy, Robin Droulet. Des œuvres rares, une centaine, pour la plupart restées cachées, chez des collectionneurs qui ont exceptionnellement accepté de les mettre en lumière. Des œuvres présentées pêle-mêle. Pêle-mêle, c'est aussi le titre de cette exposition. On y trouve des tableaux, des sculptures, des photos, des émaux, de tous les styles et de toutes les époques. Et pourtant, derrière une apparente diversité se cache un lien qui fait leur unité. Ce qui les relie, c'est l'univers de l'artiste. C'est-à-dire que derrière toute œuvre, y compris la plus banale, que certains ont pu trouver dans une simple brocante, il y a systématiquement, bien évidemment, un sentiment. Un sentiment, une émotion, dans chacune des thématiques présentées dans l'exposition. Comme ici, 2 séries de portraits, 2 époques, 2 artistes, une même interrogation. Au XIXe siècle, on utilise la peinture pour pouvoir fixer et traverser finalement le temps après sa propre mort, en espérant que ces portraits vont pouvoir traverser le temps. Et ici, dans le travail de Sophie Zénon, c'est une photographe plasticienne qui pose la question également de qu'est-ce qu'il y a après la mort, de la question de perdurer. Plus loin, c'est la famille qui inspire 2 artistes de Limoges à 40 ans d'intervalle. Famille bourgeoise ou famille d'ouvriers, une même représentation de la société. Ici, nous avons la trilogie de la famille idéale du XIXe siècle à Limoges et qui fait bien évidemment dans sa composition une référence aux saintes familles que l'on peut trouver dans la peinture jusqu'au XVIIIe siècle. De la peinture à la photo, de la Renaissance au XXIe siècle, pêle-mêle, comment l'art et les artistes sont toujours parvenus à questionner nos sentiments et à réveiller nos émotions. Et c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle que vous pouvez revoir et commenter tous nos reportages sur nos sites internet et sur notre page Facebook. Tout de suite, les prévisions météo de Jérémy Le Bescon. Puis ce sera votre édition nationale. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h. Merci pour votre fidélité.